Bonjour. Donc aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous un outil simple qui permet d'avoir une vision globale et rapide de l'état de conservation des collections et qui aide également à la prise de décision quant à la programmation des actions correctives. Donc l'idée, c'est de pouvoir en un coup d'œil avoir une vision de l'état dans lequel se trouve notre collection. Donc, nous allons d'abord vous présenter le Centre des Monuments Nationaux, ses collections, les altérations des collections, et ensuite entrer dans le vif du sujet avec la hiérarchisation des interventions sur l'ensemble des sites, avec la matrice multicritère. Donc le Centre des Monuments Nationaux, dont le siège se trouve à l'hôtel de Sully, est un établissement public à caractère administratif qui comporte à peu près 1300 à 1500 personnes. Ce centre gère une centaine de sites, des châteaux, des demeures historiques, des sites archéologiques et des parties d'édifices religieux. Aujourd'hui, nous allons vous parler du château de Castelnau-Bretonneux qui se trouve dans le Lot et sur lequel notre évaluation a porté. Donc ce château est mentionné dès le XIIe siècle et il a été laissé à l'abandon dans le courant du XVIIIe siècle. Et ensuite, il a été sauvé des ruines par Jean Mouleyras, qui était un chanteur d'opéra. Et donc, ce château et ses collections, ensuite, ont été donnés à l'État en 1932. Donc, voilà un peu un aperçu de l'intérieur du château. Donc, comme vous pouvez le constater, la collection est composée de meubles, de sculptures, de peintures et bien d'autres typologies. Le tout est rassemblé avec un effet voulu d'accumulation, comme cela se faisait beaucoup au XIXe siècle à la manière des collectionneurs. Donc, quelle est la répartition de la collection? En termes de volume, la collection est constituée de mobilier. Mais en termes d'objets, d'unités, l'orfèvrerie et le métal arrivent en tête. Mais en termes de mobilier, en termes de volume, c'est le mobilier qui prend le plus de place. Donc, pourquoi nous nous intéressons au château de Castelnau? Eh bien, parce que depuis de nombreuses années, donc les collections sont sujettes à des attaques d'insectes, xylophages et kératophages. Et à la canicule de 2003, il y a eu une importante infestation, une envolée d'insectes qui s'est traduite par une généralisation des trous d'envol sur le mobilier, la contamination de l'ensemble du château, la dégradation de l'état de conservation. Et récemment, également en 2016, j'ai pu constater ainsi, ponctuellement, mais sur un site après l'autre, l'émergence d'infestations, surtout par les xylophages. Voilà ce que ça peut donner. Voilà quelques images pour appuyer le propos. Voilà. Et là, c'est sur une partie de bâti, sous les combles. Les petits points que vous voyez, ce sont des petits cocons de mythes. Donc le bâtiment également est pris, la boiserie. Donc devant une telle situation critique, il convient de se poser et d'analyser la situation. Donc j'ai trouvé cette matrice d'Eisenhower que j'ai trouvée intéressante. Donc
il faut se poser et trouver et se demander ce qui est important, ce qui est urgent à faire, donc il faut le faire, et ce qui est important et pas urgent, il faut le planifier. Donc le tout, c'est de savoir faire ressortir l'important et l'urgent. Donc comment faire ressortir ce qui est important à faire dans une situation qui est complexe. Donc, nous sommes à la recherche d'une solution durable, et une solution durable passe forcément par une vision globale. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'évaluation de l'état de conservation de la collection, et ensuite une évaluation de la faisabilité, des préconisations, en mettant en regard les contraintes liées au site et également le budget. Donc dans cette recherche de solutions durables, pour mettre en place cette évaluation de l'état de conservation, nous avons eu recours à une matrice pondérée, car notre objectif, c'est aussi d'être objectif, le plus objectif possible. Décider par quoi commencer devrait se faire de façon raisonnée et de façon objective. Donc, la matrice pondérée, c'est inspirée de ce qu'on appelle la matrice multicritère. Donc cette matrice multicritère, donc on peut aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours quand on a un choix à faire. Il s'agit de lister les critères que l'on veut comparer. Donc une fois qu'on a listé les critères que l'on veut comparer, il faut mettre un système de pondération des critères parce que tous les critères n'ont pas la même importance. Ensuite, il faut trouver un système d'appréciation de ces critères. Il faut noter ces critères. Donc, on croise la notation des critères et la pondération des critères. Et ensuite, l'item ou le projet qui a le plus grand score, et c'est celui-ci qui sera prioritaire. Voilà. Et une fois que l'on a établi sa matrice, il faut s'en tenir. Donc voilà, et en cela, cette démarche, elle est objective. Donc maintenant, comment transposer la matrice multicritère au patrimoine? Donc ici, ce que nous voulons comparer, c'est l'état de conservation des collections, les unes par rapport aux autres. Et ensuite, nous allons mettre une pondération, et nous avons choisi de pondérer par le niveau d'intervention qu'appelle l'état de conservation de l'objet. Donc, nous listons les altérations, nous mettons en place le système d'évaluation des altérations et le système de pondération. Et je pense que c'est là que je vais passer la parole à Grazia pour nous parler de la façon dont nous avons gradué les altérations, la gravité des altérations et comment nous avons construit la matrice. Tu éteins ton micro, je crois. Voilà. Donc Agnoko, elle est venue me voir en 2014 avec ce projet qui m'a interpellée parce que je crois que ça faisait appel vraiment à mon cœur de métier, c'est-à-dire à un moment à la définition d'un critère de diagnostic et à la notion d'altération. Alors, on se pose toujours ces questions longuement en normalisation AFNOR, et là, il y avait un retour pratique sur le terrain qu'il ne fallait pas laisser passer. L'objectif n'était pas des moindres, puisqu'en fait, il fallait mettre en place une grille de lecture qui pouvait être superposable suivant la typologie des objets et reproductible dans le temps. Parce qu'évidemment, l'évaluation des collections, c'est tout se faire. À un moment, ici, on avait envie de quelque chose d'un peu plus large.
on a rêvé. Alors, notre rêve, c'était qu'on arrive à chiffrer l'état d'un bien et qu'on puisse le visualiser dans un nuage de points. Et ce nuage de points serait la collection. Et la localisation de cette donnée nous donnerait la priorité d'intervention de l'objet. Et évidemment, on voulait que ce soit révisable dans le temps. Donc, cette donnée objet, si on repassait 1 an ou 2 ans après, on devait voir son évolution par une translation sur le nuage de points. C'était un beau rêve, en tout cas. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de critères de diagnostic. C'est par le choix des critères de diagnostic qu'on fait la pertinence d'une évaluation de collection. Le constat d'état, on s'intéresse à un objet unique. Quand on s'intéresse à un objet unique, on relève ces altérations de manière exhaustive. Pour l'évaluation, je fais une petite révision. Pour l'évaluation des collections, on va filtrer ces informations pour répondre à une question précise, c'est-à-dire évaluation des collections pour un transfert de collection. On va relever le volume et l'état de conservation avant transfert, par exemple. Donc nous, on rajoute transtypologie, multisite et révisable. Voilà. Donc on s'est intéressé, et c'est là où je trouve que le travail a été très intéressant à faire, c'est-à-dire justement s'intéresser à la notion même d'altération. Vous savez qu'en conservation-restauration, la terminologie de l'altération dépend de la typologie de l'objet et du matériau constitutif. On parle de déchirure de papier, mais par contre, on va venir parler d'une fente de bois. Et finalement, est-ce qu'on ne pouvait pas réfléchir l'altération en termes de similitude et à partir de ça, réfléchir en taxinomie? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'une fente dans le bois ou une déchirure papier ne désignait pas la même chose? Donc on est parti de ce principe-là et on a mis en place une taxinomie comme ça des altérations. En partant, un exemple le plus simple, effectivement, on va utiliser le thème de rupture structurelle qui va correspondre, suivant les matériaux, justement, à une fente fissure pour le bois, la pierre, la céramique ou le métal. Mais cette même notion change de nom en conservation-restauration. Lorsqu'on parle de textile ou de papier, ça devient une déchirure. Sauf que nous, sur notre base, en fait, c'est une même notion. OK. Ensuite, la conservation préventive aime les données chiffrées. Je crois que j'ai bien retenu mes... Je suis en face de mon professeur. Donc, il fallait chiffrer ça. Pour que ce soit révisable par tout type d'intervenant et dans le temps, avec plusieurs années d'espacement, il fallait travailler d'après un référentiel préétabli et intelligible suivant les types d'intervenants et les collections. Pour ça, moi, je me suis rapprochée de la norme ISO 31000, qui est le management du risque, et on a suivi leurs recommandations en termes de référentiels. C'est-à-dire qu'on a défini les référentiels de sorte d'éviter les superpositions de diagnostic. C'est un exemple, voilà. Donc, effectivement, mineur peut être défini par une altération modérée, réversible ou ponctuelle, et l'impact, ici, c'est un impact matériel, mais l'impact, il peut être financier, etc., comme un traitement facultatif ou très ponctuel, et ça, allant jusqu'à la notion de critique, altération cruciale, qui a dénaturé un bien ou demande une intervention urgente, traitement nécessaire et urgent. Voilà. Voilà. Juste préciser que dans notre fiche de données, ce que nous allons rentrer, ça sera 1, 2, 3 ou 4, par rapport à la gravité de l'altération. Exactement. Ensuite, effectivement, tout à l'heure, Agnoko vous montrera les calculs savants qui sont faits. On a aussi déterminé le degré d'intervention, qui ça, c'est des choses plus communes qu'on utilise tous.
Donc effectivement, où on a gradué finalement l'état du bien par rapport à la projection du traitement qui lui sera nécessaire. Donc ici, il est en 6 niveaux, hein, en partant du bien qui est en parfait état de conservation et de restauration, donc c'est ce qu'on appelle exposément en l'état, et jusqu'à celui qui présente un état critique et qui demande une intervention importante. Les fiches ressemblent à ça. Donc ici, vous retrouvez le travail sur la terminologie, les degrés, et après, nous, on a rajouté ça, mais qui ne rentre pas dans le phénomène de calcul, qui est à surveiller ou à vérifier. À surveiller pour des problèmes d'altération évolutive, et à vérifier, c'était lorsque... parce que cette évaluation, elle a été faite avec mes collègues qui étaient restaurateurs mobiliers. Moi, je suis restauratrice peinture à l'origine, et lorsqu'on était devant un textile, par exemple, et qu'on avait un doute, on cochait à vérifier, et du coup on faisait vérifier par un confrère textile. Voilà. Donc ça c'est multitypologie, hein, puisqu'on passe de la plaque de fonte de cheminée à une peinture sur toile encadrée. Voilà. Et je relaisse la parole à Agnoko. Maintenant, nous allons voir comment nous avons bâti notre matrice. D'abord, nous avons déterminé ce que l'on appelle le degré total d'altération. Et ce degré total d'altération, nous avons choisi de le calculer en prenant la somme de tous les degrés d'altération. Donc ici, sur cette fiche, ça va être 2, plus 1, plus 3, plus 1. Donc on somme tous les degrés d'altération pour un objet. Voilà. Donc on obtient un chiffre qui est le degré d'altération. Ensuite, on peut avoir deux objets ayant les mêmes degrés d'altération. Pour les départager, nous allons faire intervenir le nombre d'altérations. Donc, nous avons maintenant un coefficient que nous appelons l'ampleur de la dégradation, que nous multiplions, donc le nombre d'altérations par le degré d'altération. Et ensuite, pour obtenir la matrice, une fois que nous avons l'ampleur de la dégradation, nous faisons un croisement avec le niveau d'intervention qu'appelle cette ampleur de dégradation pour obtenir notre matrice pondérée. Et donc, je vais passer, voilà. Donc, nous calculons ce que nous appelons le coefficient de priorité. Donc, une fois que nous avons CA, qui était l'ampleur de la dégradation, nous allons le multiplier avec le degré d'intervention. Mais dans la pratique, nous représentons le degré d'intervention en ordonnée et CA en abscisse pour avoir notre nuage de points. Donc ceci, tout calcul fait, nous donne cet exemple. Par exemple, ce siège, il est considéré, sa structure est évaluée d'un côté et l'élément associé, pour nous ici c'est le textile, qui est également évalué d'un côté. Donc vous voyez que ce bien est dans la partie intervention, comment je pourrais dire, niveau d'intervention dans la partie élevée. Par contre, l'ampleur, son coefficient d'ampleur de dégradation est plutôt dans les plus faibles. Dans cette représentation, nous avons choisi de séparer le tableau en 4, mais cette division peut se faire à volonté. Si vous prenez le premier carré qui est en vert, vous pouvez, selon
selon le budget, selon le temps, selon le contexte du monument, du site, refaire une programmation à l'intérieur de ce que nous proposons. Donc, en gros, tous les objets qui sont dans le carré rouge, ce sont ceux qui sont le plus dégradés et qui appellent à une intervention plus élevée. Et le carré vert qui est sur la gauche, c'est des objets qui sont les moins dégradés et qui appellent à une intervention moindre. Donc tous ces points noirs que vous voyez, ce sont les nuages de points. Donc tous les objets sont représentés ainsi sur ce graphique, ce qui facilite la lecture. Donc en un clin d'œil, je vois où se situe la majorité de ma collection, dans quel niveau de dégradation et dans quel niveau d'intervention se situe ma collection. Voilà. Donc, transposé à un tableau, vous avez voilà, le même cas de figure. Hein. Voilà. Là, nous avons pris deux exemples où le support, enfin la structure et l'élément associé sont dans deux cas différents. Voilà, donc si on suit notre grille de lecture, donc là on voit que le tableau par exemple est plutôt en bon état de conservation. Par contre son cadre, il doit avoir un soulèvement ou un angle ouvert, donc là il faut se reporter à l'affiche et demande une intervention. Je vais juste vous montrer, après je reviendrai à une image. À un moment on vous a dit qu'on avait un rêve, c'était ça, et en fait ça donne ça lorsqu'on... Voilà. Donc vous avez les points noirs qui sont là, qui représentent la collection. Et ce que vous voyez là, qui se déplace, c'est l'état du bien qui est sélectionné. Voilà. Donc nous, on est très contentes. C'était ce qu'on voulait. Et ça marche. Ensuite, hop, on revient au PowerPoint. Voilà. Donc moi j'ai accompagné Agnoko dans ce projet J'étais libérale. Donc depuis 2 ans je suis au service de la conservation préventive du Louvre et ce système est tellement multisite puisqu'aujourd'hui en fait c'est ce système-là qu'on utilise pour évaluer les collections en salle, hein, aujourd'hui on a mis en place une procédure de suivi de l'état de conservation et d'entretien des collections. Donc, dans le suivi de l'état de conservation, nous, on s'est plutôt focalisé sur un constat d'état qui est révisable par des personnes différentes d'une année sur l'autre. Donc, on a repris ce système de notation. Le constat d'état est multitypologie. Cette fiche, elle sert à toutes les collections et à tous les départements. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà, donc pour conclure, je nous invite à méditer sur cette phrase, toujours du président Eisenhower, qui dit que ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Bon, c'est une boutade, mais tout cela pour dire que la conservation est importante et qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et quand on agit tout le temps en urgence, on ne voit pas la totalité de l'aspect, c'est pas global, on ne voit qu'une partie des choses. Donc en se posant et en planifiant correctement, on prend les choses dans la globalité. Merci de votre attention.